Bonjour et bienvenue dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'ai envie de partager quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en fait il y a maintenant quelques années, beaucoup moins aujourd'hui, faute de temps, et puis parce que j'ai la conception que c'est beaucoup moins bien qu'avant. Ça fait un peu râleur et vieux con, mais j'ai beaucoup moins de plaisir à jouer effectivement aux jeux vidéo. Mais c'est quelque chose qui m'a quand même été très formateur. C'est notamment comme ça que j'en suis venu au jeu de rôle. Donc j'avais envie de revenir aujourd'hui sur une dizaine de jeux vidéo qui m'ont beaucoup inspiré pour ma maîtrise du jeu de rôle, simplement. C'est pas forcément que mes jeux préférés, c'est pas forcément les meilleurs jeux du monde, mais c'est des jeux qui m'ont tous apporté d'une manière ou d'une autre concrètement des outils ou des pistes de réflexion sur la manière de devenir peut-être un meilleur maître du jeu ou au moins de faire évoluer sa pratique. Donc certains sont polémiques, peut-être certains qu'on n'en a jamais entendu parler, mais généralement c'est des jeux qui sont quand même assez particuliers dans l'ensemble. Le premier, à tout seigneur, tout honneur, c'est évidemment Deus Ex, le premier du nom. Ça marche aussi avec ceux qui sont sortis ensuite par Eidos dans les années 2010. Mais Deus Ex, qui a été créé par, faut pas oublier, l'immense Warren Spector, enfin, en partie, parce que le mythe de l'auteur, il est on va dire, passable dans des trucs où il y a quand même 40 personnes qui travaillent sur un même jeu. Donc Warren Spector, c'est quelqu'un qui vient à la base justement du jeu de rôle, qui avait bossé chez TSR et qui avait cette magnifique formule disant que de toute façon, il n'y a rien de plus chiant que de raconter sa partie de jeu de rôle à quelqu'un, ce sur quoi je suis un peu d'accord, mais passons. Et l'idée, c'est que c'était un jeu qui était pionnier en fait, qui était le successeur d'Ultima Underworld et comment ça s'appelle, je vais y arriver, de System Shock dans ce qu'on appelle les simulations immersives. En gros, vous aviez un bonhomme qui pouvait évoluer de différentes manières et faire évoluer ses compétences, donc un peu comme un jeu de rôle. Mais c'est plutôt l'environnement qui allait impacter comment vous alliez résoudre vos problèmes. Donc il y avait toujours des possibilités de faire la furtivité, de combattre, ou à l'inverse, potentiellement, et surtout dans Deus Ex, trouver une troisième voie. Soit en faisant des choses physiques, dans le jeu avec le moteur physique, soit en discutant avec un PNJ, en négociant par exemple une carte d'accès avec un autre PNJ qui vous donne un passage secret ou autre. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a été fondateur sur le premier Fallout qui est sorti. C'est l'idée qu'il y a toujours trois possibilités pour sortir dans une situation, le combat, la discrétion ou le dialogue. Et ça, c'est vraiment une leçon qui est extrêmement importante que j'ai gardée de ce jeu. Jeu qui, évidemment, est un pilier de l'histoire, à mon avis, du jeu vidéo du début du XXe siècle, puisqu'il offrait à la fois un zeitgeist années 90 avec toutes les histoires de conspiration, parce que l'histoire est un immense pot pourri de toutes les théories de conspiration qui existaient à l'époque, avec les hélicoptères noirs, les Men in Black, les petits gris, donc les aliens de Roswell, la FIMA qui était utilisée pour faire passer un virus, un espèce de virus machin, des terroristes qui étaient en fait manipulés par le gouvernement, Majestic 12, les Illuminati, j'en passe, c'est des meilleurs. Un espèce de bordel sans nom qui pourtant a donné l'un des meilleurs jeux qui ait jamais existé, avec une zig démentielle aussi par les grands maîtres de la démoscène Amiga. Voilà, c'est un jeu qui est absolument exceptionnel, mais pour moi, en tout cas, dans l'aspect jeu de rôle, c'est vraiment l'idée de vous apporter trois possibilités à chaque fois de résoudre une situation qui ne doit jamais être oubliée dans le jeu de rôle. Et des fois, les scénaristes du commerce l'oublient. Et vous, quand vous devez faire un scénario ou même improviser, il ne faut jamais l'oublier. Oubliez que si justement vos joueurs arrivent à avoir un petit peu des idées supplémentaires, ne pas hésiter à les incorporer aussi. Ça paraît bête, mais des fois on l'oublie un peu et je trouve ça assez fort qu'un jeu de vidéo qui est par essence assez stagnant en fait, puisque il y a des boucles de gameplay qui sont fixes, c'est pas illimité, alors que le jeu de rôle à l'inverse, on peut tout faire. Que ce jeu vidéo ait réussi à me rappeler un peu tout ça et m'initier à cela. Le second jeu, c'est très différent. C'est peut-être le seul jeu de rôle que je crois que j'ai sur ma liste. Enfin, jeu de rôle. JRPG. Il s'appelle Suikoden 2. Alors, Suikoden 2, c'est le deuxième épisode d'une série de JRPG fait par Konami à l'époque, sur PlayStation 1 et PlayStation 2. Il y a un remake, un remaster qui sort l'année prochaine. Si vous aimez le genre, je vous conseille de le récupérer. En gros, il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il y avait des grosses machines chez les autres éditeurs japonais. Final Fantasy, évidemment, chez nous, les Dragon Quest. Et Konami, un jour, on leur a dit, bah, faut que vous fassiez une série de JRPG parce que c'est la mode. Et ils savaient qu'ils n'avaient pas le budget. Ils savaient qu'ils n'avaient pas forcément la machine de guerre que pouvaient avoir les autres éditeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont rusé sur l'écriture. C'est des jeux donc Suikoden, c'est en fait le nom japonais de Au bord de l'eau, qui est l'un des 4 livres fondateurs des romans, enfin comment dire, des écrits romanesques chinois,
qui donc, est basé sur l'histoire de brigands, en fait, de gens qui se mettent en révolte contre un gouvernement corrompu dans une forteresse au bord d'un lac. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Au bord de l'eau. Et ces personnes sont plus d'une centaine, et avec des horizons tous divers. Et le livre, en fait, qui est assez dur à lire quand même, montre comment peu à peu ces gens sont recrutés dans l'histoire, quelle est leur historique, et comment à la fin ils vont renverser ce gouvernement exécrable. Et donc Suikoden, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait quand même des gens très très forts, notamment le créateur qui est mort il n'y a pas longtemps. Ils avaient aussi Akira Yamaoka à la musique, donc le monsieur Silent Hill, et parmi le cast des gens qui écrivaient les personnages, il y avait une très très grande dame chez Konami, qui avait fait une thèse à la base de littérature allemande sur Faust, et qui a écrit un jeu chez Konami qui s'appelait Shadow of Memories, hein, que j'aimais beaucoup aussi, sur le mythe de Faust. Passons. Et l'idée, c'est que donc, dans Suikoden, comment Suikoden se démarque des autres jeux de rôle de l'époque, c'est qu'il y a 102 personnages à recruter. C'est ce qu'ils appellent les étoiles du destin. Les avoir tous vous permet d'avoir un événement spécial, en fait, de sauver un personnage, sinon ce personnage meurt. Et ce qui était très très fort, c'est que ces 102 personnages n'étaient créés pour la plupart. Il y en avait 20 qui étaient importants à peu près pour l'histoire, et tout le reste, des personnages très très secondaires qui n'avaient que un ou deux traits de caractère différents, donc ils avaient un portrait différent. Ils avaient une toute petite histoire, ils avaient une façon de parler, et ils avaient toujours un trait un peu atypique. C'est-à-dire que, en gros, il y avait, je sais pas moi, il y avait, comment dire, la saltimbanque qui est amoureuse du héros. Boum. Ça, c'est le seul trait de caractère. Et pourtant, ça marchait. Et en fait, la grande force de ce jeu-là, ça m'a appris, c'est que pour créer un PNJ intéressant, il n'y a pas besoin d'en faire 500 000 tartines. Il faut juste mettre un trait de caractère, peut-être une façon de s'exprimer, et un objectif ou quelque chose qui transparaît dans les interactions qu'a le joueur avec ce personnage. Et après, rouler jeunesse, ça coule de source. Et justement, ce jeu avait cette force-là aussi, c'est que vous aviez un bastion à un moment dans le jeu, un château, et vous pouviez à différents moments discuter avec tous les gens que vous aviez recrutés dans votre équipe, donc il y en avait quand même 102, et ils avaient à ces différents moments dans l'équipe, dans l'histoire, des choses différentes à vous dire. Et notamment, donc ça crée en fait vraiment un tissu fort, on avait l'impression d'avoir une sorte d'armée avec nous, de gens qui vivaient, qui étaient complètement tous différents. Évidemment, l'apex de cette histoire-là, c'est si vous ratiez, techniquement pendant le jeu, il y avait un personnage très important qui mourait, et s'il survivait ou pas, vous ne le saviez pas en fait avant la fin du jeu, mais en partie du postulat qu'il était mort, et tous les PNJ avaient quelque chose de différent à vous dire pour pleurer en fait la mort de ce personnage. Et moi, ça m'avait énormément impressionné quand je l'avais fait à l'époque, en me disant c'est quand même assez fort que 3 bouts de pixels arrivent à créer quelque chose d'unique et d'aussi fort que ça, sans avoir les moyens blockbuster d'un Final Fantasy ou un peu la patte charmante et classique d'un Dragon Quest. Donc créer un PNJ en quelques lignes, en quelques mots-clés, et après improviser dessus, ça coule vraiment de source. Le troisième jeu, on avance, c'est un jeu assez récent qui s'appelle Signalis. Donc Signalis, c'est sorti sur Switch, sur les trucs récents. Ça a été fait par 2 Allemands, et on bossait dessus pendant 10 ans. Et c'est un jeu qui m'a appris en fait comment prendre et abuser de sources très connues et les mélanger ensemble pour donner une nouvelle expérience. Ça peut paraître niais, mais par exemple, il y a beaucoup d'univers de jeux de rôle qui marchent de cette façon-là. Je pense notamment à Symbaroum, que je suis en train de maîtriser, qui concrètement n'est juste qu'un mélange du Far West, donc la nouvelle frontière, avec la mythologie norvégienne, pour aller vite. Et Signalis, en fait, c'est quoi? C'est un survival horror qui était, à la base, vous avez l'impression que c'est un hommage à Resident Evil. Vous avez un inventaire, vous avez des balles, machin, il y a des passes, il y a des clés, il y a des énigmes, il y a des monstres partout. Mais ça mélange, en fait, ouvertement, au niveau de l'histoire, Silent Hill 2, surtout, donc l'espèce d'un thriller psychologique qui était complètement opposé, justement, au Resident Evil, parce que, justement, il faisait un truc hyper psychologique, où les combats n'étaient pas super importants en soi. Et avec ça, le roi en jaune, en fait. Le livre original, je ne porte pas de masque, espèce de délire dont s'est inspiré Lovecraft, pour faire avec plein d'autres inspirations, Rachmaninov, l'île des morts, Chopin. Et en fait, quand le jeu est sorti, il y a beaucoup de gens qui ont pointé du doigt en disant c'est un peu abusé parce qu'on voit que c'est vraiment Silent Hill 2. Mais avec toute l'inspiration, tous les éléments qu'ils ont rajoutés par-dessus, on a quand même une expérience composite. Et ça m'a vraiment appris comment prendre du vieux pour faire du neuf, concrètement. Et ça marche plutôt pas mal. C'est un jeu qui est justement très porté sur l'expérience psychologique. On ne sait pas du tout si c'est réel ou pas. Et le pitch, en 2 mots, c'est dans un futur très lointain, où il y a des empires en guerre. Votre empire envoie une jeune femme sur un vaisseau en disant « Ton vaisseau, il a 200 000 jours, il a 2000 jours de carburant. On te met un robot humain, un androïde avec toi. » qui va s'assurer que tu vas bien, et en fait le vaisseau part, et un jour
Vous faites une mission d'expédition, le vaisseau se crache sur une planète givrée, la pilote a disparu, humaine, et donc c'est le robot Esther qui est basé sur un humain en fait à la base, qui va rechercher en fait sa compagne entre parenthèses, et elle tombe sur une mine qui est exploitée par l'Empire, par d'autres robots, qui ont tous été corrompus par quelque chose. Et ça part là-dessus, et peu à peu c'est une mission sur la folie, on ne sait pas du tout si ça se passe dans la tête du robot, dans la tête de la pilote qui est disparue, s'il y a vraiment une entité kryptonienne étrange, enfin c'est vraiment un jeu qui est très très fort, et plus ça avance, plus c'est bizarre. Et il n'y a pas de solution facile, en tout cas au niveau de l'histoire, pour l'interprétation. Et il y a une grosse sous-couche évidemment, Ghost in the Shell aussi, avec pas mal de références visuelles. En tout cas, c'est un jeu qui montre qu'on peut mélanger Ghost in the Shell et Rachmaninov, ce qui est quand même assez fort. En tout cas, ouais, Signalis, voilà, comment faire du neuf avec du vieux, comment mélanger des choses vues et revues pour faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est très très fort et toujours utile en jeu de rôle dans la maîtrise. Ensuite, évidemment, comme beaucoup de gens, moi, l'orée, la fin des années 2000, avant un peu les années 2010, donc passe 2005, j'étais un peu blasé des jeux vidéo. J'avoue que c'était un peu toujours la même merde. Et je suis toujours un peu blasé des jeux vidéo. Il y a très très peu de jeux que je fais et que j'apprécie. Hein, vraiment, je suis comme ça. Et donc, il y a un jeu qui a un peu redoré la flamme, qui a rallumé la flamme comme beaucoup de gens. C'est Demon's Souls, qui est sorti en 2009 par Miyazaki et From Software. Et pour la petite histoire, ce qui est toujours très très rigolo et qui montre la circularité des inspirations, c'est que ce Miyazaki, en fait, gamin, il lisait des livres dont vous êtes le héros en anglais. Il était japonais, donc il pigeait rien. Et il les a réutilisés pour justement créer des jeux où l'histoire est rapiécée de bout en bout, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et la grande force de ces jeux-là, outre leur difficulté punitive et que sais-je, c'est qu'en fait l'histoire ne vous tombe pas dessus. C'est-à-dire que si vous voulez pas connaître l'histoire, si vous en foutez de l'histoire, vous pouvez très bien faire les combats, les boss, les pièges, les machins, il n'y a pas de souci. Si l'histoire vous intéresse, bah là vous avez tout ce que vous voulez dans les descriptions d'objets, de lecture, de conjectures, de supputation. C'est très très fort. Et donc il y a eu beaucoup beaucoup de jeux qui ont été faits dans ce sens-là, les Demon's Souls, les Bloodborne, les Elden Ring, et moi celui qui m'a le plus touché, j'ai envie de dire, c'est Sekiro, qui reprend un peu tous ces concepts, bon je vous passe, mais avec plus de parades et compagnie, mais qui se passe en fait durant l'époque d'Edo en fait, au Japon, où on joue un samouraï, une sorte de ninja qui perd son bras, en essayant de protéger son jeune maître, et il va essayer de récupérer pendant tout le jeu, dans un domaine qui est en train de perdre de sa superbe, qui est sur le point d'être envahi en fait, par le gouvernement qui vient réclamer le domaine. On lui donne une sorte de bras mécanique et ensuite il va utiliser ce bras mécanique avec ses gadgets pour aller retrouver son jeune maître disparu. Donc je parle pas trop d'histoire. Le domaine qui est dirigé par un vieillard en mourant, en fait, son petit-fils lui cherche à restaurer le domaine pour pas qu'il se fasse envahir par le shogunat. Et en utilisant l'immortalité, ça se finit très très mal forcément, vous imaginez. Hein. On reste dans les Dark Souls, Demon's Souls, Elden Ring et compagnie. Et ce jeu m'a beaucoup appris, c'est que contrairement aux autres Demon's Souls, les Dark Souls et compagnie, où l'apocalypse a déjà eu lieu en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes sur les ruines d'un monde qui n'existe plus. Et vous devez, entre parenthèses, éteindre la lumière. Dans Sekiro, ce que j'ai trouvé très très fort et ce qui m'a beaucoup touché, hormis, comme je disais, l'aspect mettre le scénario au second plan, c'est que les événements, les environnements autour de vous évoluent en direct. Et ça, c'est le seul jeu de la série des Souls machin truc à faire ça. C'est-à-dire que vous commencez, on vous dit attention, le gouvernement va envahir le domaine. Au bout de quelques heures, il y a des espions qui apparaissent. Et plus vous avancez, plus il y a des forces gouvernementales qui sont là, jusqu'au final, où là, il y a carrément des armées qui sont présentes, qu'on réduit à feu et à sang le domaine. Le maître du domaine est mort entre-temps, et grosso modo, vous devez lutter contre... vous devez dépasser des hordes en fait, d'espions du shogunat pour essayer de récupérer votre jeune maître. Et ça, c'est très très fort, parce que c'est le seul jeu, cette série, on a l'impression d'être dans l'action, d'être dans l'environnement, qu'on a un impact, et qu'en plus, en fait, on est en train de vivre quelque chose, un morceau d'histoire. Et ça, je pense que c'est un truc qui est souvent oublié dans le jeu de rôle. À savoir que bon, y a une action, il y a des choses à faire, voilà, faut tuer un dragon, que sais-je. Mais on oublie en fait de faire évoluer autour de vous l'environnement dans lequel évoluent les joueurs. Et ça, parce que voilà, le dragon, il va pas juste arriver comme ça. Avant d'être tué, il va faire des choses. Peu à peu, il y a peut-être des gens qui vont mourir, il y a des villages qui vont être détruits. Et c'est faire monter un peu cet enjeu et donner l'impression aux joueurs qui font partie de cet ensemble, pour donner une couche organique à la progression de votre histoire. Et ça, Sekiro le fait plutôt bien, je trouve. Cinquième, qui rejoint un petit peu ce que j'avais dit, notamment sur Signalis, hein, c'est Tactics Ogre. Tactics Ogre, c'est une vieille série de jeux stratégie japonais qui était sortie sur Super NES,
puis sur PlayStation, puis remaster sur PSP, avant de sortir. Maintenant, vous pouvez l'acheter sur dans toutes les bonnes crèmeries, sur toutes les consoles et sur PC, qui a un postulat très très fort. C'est un univers de fantasy, enfin, très léché, très shakespearien, mais qui raconte l'histoire en fait, d'armées qui se clashent sur une île suite à la mort d'un grand leader. Et en fait, c'est la guerre de Yougoslavie. En fait, c'est l'effondrement de la Yougoslavie, mais c'est avec une couche d'heroic fantasy. C'est très très bien fait, c'est très intelligent, et bon, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le mec qui l'a écrit, qui est Matsuno, qui en a parlé. Et ça montre en fait comment vous pouvez prendre comme inspiration un événement historique, quelque chose qui s'est passé, pour le transformer en scénario de jeu de rôle. Ça prend pas tellement de difficultés, puisqu'il suffit juste de changer des noms, ou mettre ça un peu dans un environnement différent, pour obtenir quelque chose. On l'a tous vu, ne serait-ce que les 7 samouraïs, enfin les 7 personnages par rapport aux 7 samouraïs aussi, ça rentre un peu dans ce style-là. Et Tactics Ogre, en plus, c'est un super jeu où il y a un gros travail justement sur les joueurs, enfin sur les personnages que vous avez recrutés, ils ont toute leur histoire, ils ont toute leur affiliation politique, ils ont tous des ethnies différentes, où les ethnies justement jouent un rôle assez important pour la fin notamment. Donc c'est un jeu c'est vraiment un sleeper hit en fait, c'est un peu un jeu qui a été un peu oublié parce que ils ont fait Final Fantasy Tactics, qui a eu beaucoup plus de succès, dans la même veine par les mêmes mecs, mais Tactics Ogre vaut le détour si vous êtes intéressé par voir comment on peut utiliser des événements réels pour s'en servir comme source d'inspiration pour créer un scénario de jeu de rôle. Autre jeu complètement différent, Hotel Dusk et Last Window, qui sont en fait des jeux d'aventure sortis sur DS, donc sur la Nintendo DS, la console portable, qui étaient surtout très connus à l'époque parce qu'ils utilisent la rotoscopie pour le style animé façon sketchbook, donc en noir et blanc avec des ratures de personnages. Et en gros, c'était des histoires policières dans des lieux fermés, donc unité de lieu, avec c'était un hôtel ou un complexe d'appartements, avec une unité de temps, ça ne durait qu'en une nuit ou en quelques heures, et avec un cast de personnages très très limité. Et tout l'enjeu en fait, de ces jeux-là, c'était de dire, ok, il y a une histoire, il y a un secret en fait, qu'on a écrit, et derrière, en fait, pour le résoudre, pour essayer de mettre à jour ce secret, vous devez communiquer, discuter un peu avec tout le monde, les interviewer, savoir qui c'est qui ment, savoir quelles sont leurs histoires, et à travers en fait, tous les backgrounds des personnages et leurs liens avec le lieu où vous interagissiez, vous pouviez commencer à construire l'histoire et comprendre ce qui se passait. C'est un jeu qui m'a beaucoup appris en me disant, parce qu'on a souvent tendance en jeu de rôle à créer des PNJ mouchoirs, quoi. C'est-à-dire que créer un Kleenex, qu'on utilise une fois, et puis hop, on en crée un autre, puis on en crée un autre, puis on en crée un autre. Alors qu'en fait, dans Hotel Dusk, la grande force, c'est de dire, il n'y a que 9 personnages, quoi. Dans l'hôtel, il y a le gérant, la dame, le garçon de chambre, la femme ménagère, et 6 clients. Et c'est tous les mecs avec qui vous allez interagir dans le jeu, donc ça ne laisse pas trop d'espace. Comment est-ce que justement, avec ce petit cast, on arrive à faire une histoire dramatique, avec des rebondissements, et surtout une sorte de secret façon polar. C'est comme ça que, enfin en tout cas Hotel Dusk, donc Sing, le studio qui n'existe plus, a réussi à faire un truc très très bon, et si vous aimez l'histoire avec le polar aussi, je vous le recommande. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la nécessité d'avoir un gros cast pour créer, disons, de l'intrigue. J'enchaîne sur Super Giant Games, qui est un studio que j'adore, que j'apprécie énormément, qui n'est connu essentiellement maintenant que pour Hades et Hades 2, qui sont des jeux dont je vois les qualités, mais n'étant pas un fan de roguelike, c'est clairement pas des jeux qui me transcendent. Mais avant, c'est des gens qui ont toujours fait des jeux avec une identité artistique, graphique et musicale absolument démentielle. C'est un tout petit studio qui a été créé par Greg Costikyan, qui était un très très grand journaliste de jeux vidéo, qui a œuvré notamment chez GameSpot dans les années 2000 et dans les années 90. Et le jeu dont je vais vous parler, c'est... il regardait Game of Thrones, donc avec sa femme, Trône de Fer, et puis il se dit, mais attends, c'est complètement con, parce qu'en fait, cette série ne doit, en fait, que sa shocking value et ne fait avancer l'intrigue que par les morts des personnages. Ce qui est un peu vrai. Et lui, il a dit, dans sa petite tête, moi je vais faire un jeu où la mort n'est pas un enjeu, où personne ne meurt. Et pourtant, il y aura des rebondissements, il y aura de la tension, il y aura des moments tristes, il y aura des moments heureux. Et donc, il a créé un jeu qui s'appelle Pyre. Pyre, c'est un jeu tout simple, dans un univers médiéval fantastique, où les gens qui sont des criminels, des hérétiques, parce que c'est un monde religieux, ou qui savent lire, parce qu'on n'a pas le droit de lire, sont envoyés dans un trou, une sorte de tunnel, qui les met dans le monde du dessous. Et le monde du dessous, c'est une sorte de grand désert. Quand on regarde dans les étoiles, on peut voir le monde qu'on vient de quitter. Donc comme ça, tous les gens qui ne servent pas la théocratie, hop, on les envoie dans le trou, et basta. Et donc vous jouez un mec qui est paralysé des gens, qui sait lire, qui est retrouvé par une caravane d'autres exilés.
Et on lui explique que, en gros, c'est une équipe, qu'il existe aussi 8 autres équipes dans ce monde d'exilés, qui doivent concourir pour une sorte de jeu de basket, de balle aux prisonniers mystique, comme cérémonie. Et celui qui arrivera à la finale de la cérémonie de basket, de baseball, de balle aux prisonniers mystique, aura le droit de choisir un de ses joueurs pour retourner dans le monde d'en haut, dans le vrai monde. Et c'est un peu l'espoir sur lequel tout le monde s'accroche. Et donc vous avez un jeu qui est absolument génial, puisqu'il ne comporte, il n'y a pas d'enjeu de mort, justement. Ça montre en fait comment vous pouvez créer du drame, de l'intrigue, de la force, de l'émotion surtout, sans avoir à tuer des gens. Et même, je ne parle pas juste des joueurs, mais je parle vraiment des PNJ. Parce que justement, toute l'idée de ce jeu, c'est que donc vous allez voir qu'il va y avoir une sorte de rébellion qui s'est instaurée en fait dans le monde dessus, mais que vous ne pouvez pas renvoyer tous vos joueurs. Il y a un nombre limité en fait de gens dans l'espèce de tunnel. Donc en fait, il y a 9 équipes, vous avez 9 mecs dans votre équipe, donc vous pouvez en envoyer que 3 ou 4 maximum, quoi. Et en plus, vous pouvez pertinemment choisir de tricher durant la finale pour laisser gagner votre adversaire si vous avez envie que l'équipe d'en face remonte et soit sauvée. Et ça donne des scènes qui sont absolument magnifiques où des fois vous poussez un mec de votre équipe pour qu'il aille dans le vortex et qu'il retourne dans le monde mais il veut pas. Ou à l'inverse, vous laissez gagner une équipe en face où il y a un vieillard et un petit jeune. Et en fait, le petit jeune pousse le vieillard dans le tunnel et en fait le vieillard pousse de force le gamin. Enfin, les trucs, c'est vraiment très très fort. En plus, ça reste un jeu Supergiant, donc la musique est tombée par terre. L'identité graphique de Gen Z, elle est délirante. Enfin, moi, c'est vraiment un jeu où le gameplay est pas génial parce que le basket en soi, il y a deux aspects en fait. Il y a la visual novel, le roman, quoi, et les jeux de balle aux prisonniers qui sont pas top. Enfin, l'IA est un peu pété. Mais c'est vraiment un jeu qui est très très intéressant, qui offre beaucoup de choses, qui montre encore une fois comment je joue avec un petit cast, comment je rends un petit cast intéressant, où on peut avoir des personnages qui ont l'air d'être des gros balourds, très méchants au début, et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs couches. Et il y a une vraie réflexion justement sur le fait que les gens qui sont sauvés de ce système, quand ils reviennent dans le monde réel, font perdurer le système. En fait, ils deviennent eux-mêmes les gardiens du temple, et ils assurent que la théocratie continue à générer des exilés. Enfin, c'est assez glaçant, c'est vraiment un jeu qui fait beaucoup réfléchir, et moi j'ai absolument adoré. Sur justement l'idée de ne pas tuer des gens pour faire quelque chose d'intéressant. Et ça peut être très bien appliqué dans le jeu de rôle. Jeu suivant, alors là, ça va un peu gueuler, je sens que ça va beaucoup gueuler d'ailleurs, c'est Vampire, la Mascarade Redemption. Alors, évidemment, aujourd'hui, ce jeu est considéré comme étant un mauvais jeu vampire, puisque c'est un Diablo-like qui s'élance sur toute la durée de Vampire, donc des âges des ténèbres jusqu'à l'époque moderne, où on pète du vampire à la truelle, on clique comme des tarés, et ça je peux comprendre. Surtout maintenant qu'il y a Bloodlines qui est sorti entre temps, qui est approuvé par les gens de Troika, donc des gens qui ont fait Fallout notamment et Arcanum, qu'on pouvait faire du jeu de rôle vampire pur et dur. Toutefois, je pense que Redemption fait un excellent travail pour amener un jeu avec un fort background, un historique très dense, Vampire c'est pas simple, et le distiller au goutte à goutte à des nouveaux joueurs ou des gens qui n'ont jamais lu le bouquin ou qui n'ont pas de MJ en face d'eux. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'univers de Vampire la Mascarade. Et je trouve que, même si on peut ne pas aimer le gameplay, la façon dont tous les différents concepts sont expliqués, avec leurs nuances, est quand même très très intéressante. On est quand même sur un jeu où à la fin on vous explique concrètement que le sabbat c'était pas les méchants. On est sur un jeu où on va tout de suite introduire les Brujas sous la forme des Prométhéens. On est sur un jeu où justement le biais qui est donné est très différent et on a toutes les clés très rapidement au fur et à mesure sur qu'est-ce que le vampirisme, comment lutter contre la bête, les Cappadociens, pourquoi ils étaient faibles, le livre de Nod. Et c'est vraiment super bien fait sur plus de 40 heures de jeu. Je trouve que c'est quand même du très bon boulot, même si on peut regretter que le jeu soit un roguelike, un Diablo-like. Mais c'était l'époque qui voulait ça, c'est le fait qu'ils aient une petite équipe et que ils avaient pitché ça à Activision, donc il fallait faire avec, je pense. En tout cas, voilà, ça m'a beaucoup appris comment créer de l'action. En fait, en jeu de rôle, on fait d'abord jouer les gens et ensuite on leur explique les choses. On leur donne le minimum d'informations et si ça les intéresse, on rajoute des couches, mais surtout éviter. C'est un truc que je faisais beaucoup quand j'ai commencé à faire de la maîtrise, c'est balancer des tonnes et des tonnes d'informations et en fait les joueurs ils en retiennent 3, en fait ils s'en foutent, quoi. Donc ça passe. Et ça, je trouve que Redemption faisait un très très bon boulot sur ça. Avant-dernier, Forbidden Siren. Forbidden Siren, c'est un jeu d'horreur qui a été créé par les anciens créateurs de Silent Hill, quand ils sont partis chez Sony à Japan Studio, qui est un studio qui, hélas, a disparu depuis.
qui raconte, en fait, c'est un jeu d'histoire, un jeu d'horreur japonais qui mélange un peu des événements Lovecraftiens avec une horreur rurale très très glauque japonaise. C'est l'un des jeux les plus flippants que j'ai jamais joué. C'est l'un des jeux les plus rageants auxquels j'ai jamais joué parce que le gameplay est quand même très compliqué, les ennemis ressuscitent, il faut passer par 10 000 menus pour ouvrir une porte, enfin, c'est un truc complètement dingue. Et la grande originalité du jeu, c'était le sidejacking, c'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez dans un village qui est perdu, il se met à pleuvoir de l'eau rouge, le lac au milieu du village devient rouge, il y a une sirène, d'où le titre, qui s'allume, qui se fait entendre, et tous les villageois vont dans le lac, ressortent, et ils pleurent des larmes de sang. En fait. Ils sont des chibitos, donc ils sont une sorte de morts vivants, qui reproduisent un peu ce qu'ils faisaient avant, mais ils cherchent à vous tuer. Et le sidejacking, en fait, c'est que vu que vous êtes infecté aussi par ce produit, par la sirène, vous pouvez en fait voir ce que voient les ennemis. Donc ça fait un truc hyper glauque, c'est un jeu de furtivité très très dur, sachant que les ennemis peuvent ressusciter et tout. Et si vous voulez, donc, hormis la grande force, enfin, caractère particulier de ce jeu, c'est que l'histoire est incompréhensible quand vous commencez. Parce qu'il y a plus de 12 personnages jouables. Le jeu se déroule uniquement sur une sorte de menu où vous pouvez sélectionner sur 3 jours des petits chapitres, qui sont des micro-missions en fait, des 12 personnages dont j'ai parlé. Et l'histoire ne fait sens que très très tard dans le jeu. Donc on est sur du flashback, du flash-forward, et jusqu'à arriver au grand final où là on a à peu près toutes les idées. Mais pendant quasiment 3 quarts du jeu, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne comprend pas trop. On a des personnages qui sont transformés en chibito à la fin, donc ça se finit très très mal. Et tout n'est pas, et tout n'est vraiment pas clair, sachant qu'en plus c'est très très compliqué parce qu'ils ont fait toute une mythologie japonaise slash cthulhuide qui emprunte à plein de trucs, qui emprunte à It's Mouse, qui emprunte à l'école emportée, donc le fameux manga des années 70, donc c'est très 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 pernicieux comme jeu. Et moi en fait ça m'a quand même forcé à me dire, en fait tu peux créer une histoire et la découper. Commencer par des flashbacks, mettre des flash-forward, et c'est juste dont j'avais peur avant de jouer à ce jeu-là. Et en jouant à Siren, je me suis dit, en fait, tu peux le faire parce que tu retombes toujours sur tes pas. Tu crées de l'action, c'est-à-dire que chaque partie du jeu, c'est une mission. Donc on a des choses à faire en tant que joueur. Mais c'est pas grave si on ne comprend pas tout au début, puisque peu à peu, les cases seront bouchées. Et il y a toujours le temps, en fait, dans le futur, de rajouter les éléments sur lesquels les joueurs sont passés à côté. Et la distorsion spatiale, justement, offre un côté supplémentaire dans la dimension horrifique, en fait, simplement parce qu'on a encore moins de contrôle sur ce qui se passe, on est encore plus confronté à l'inconnu, et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de survivre. Donc c'est un jeu très dur, mais très très intéressant, et mon petit doigt me dit qu'il va y avoir un remaster qui sortira dans pas longtemps. Et enfin, le dernier, c'est Nier, donc le premier, c'est pas Nier Automata, c'est Nier. Je suis pas trop fan d'Automata, qui est un jeu fait par Yoko Taro, notamment le Cavia, qui était un très très mauvais jeu de studio de jeux vidéo, qui faisait des trucs un peu dégueulasses. Notamment, il était connu pour une série de jeux qui s'appelait Dragon, donc Drakengard, qui étaient des Dynasty Warriors cracra, donc le gameplay était à chier. Mais par contre, qui avait une histoire assez démentielle qui retournait tous les clichés les plus horribles, enfin, tous les clichés de l'heroic fantasy, en les rendant horribles. C'était des mondes où, en gros, les elfes étaient cannibales, où il y avait des bébés géants qui tombaient du ciel, qui étaient des dieux en fait, qui tombaient du ciel pour dévorer les gens, enfin c'était complètement fou, et le héros était un psychopathe notoire, donc ça allait très très loin, ils étaient à fond les ballons. Et la musique aussi, c'était des morceaux de Mozart et compagnie, mais qui étaient découpés pour donner des distorsions et des dissonances musicales absolument démentielles. Et donc il a fait une suite sur PS3 qui s'appelait Nier, qu'ils ont eu la bonne idée de sortir le même jour que Final Fantasy XIII. Donc il est complètement passé la trappe et il est devenu culte plus tard. Et Nier, en fait, la grande force de ce jeu-là, ce que ça m'a appris, c'est que c'est une histoire tragique, ça finit très très mal. C'est comme les bouquins d'Elric, en fait. Et ça m'a appris justement qu'on pouvait faire une histoire où les joueurs se sentaient satisfaits quelque part de l'issue, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une mission à remplir. Dans Nier, c'est un papa ou c'est un frère qui veut sauver sa sœur / sa fille. On peut y arriver, mais que tout se finisse mal. Et on sait que ça va, plus on avance, plus c'est tragique, plus on avance, plus on sait que ça va finir mal, mais le joueur est toujours motivé par l'idée de dire, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire ma chose. Donc ça peut... Moi, ça m'a beaucoup aidé sur le fait de ne plus me sentir coupable quand ça se finit mal. Qu'on peut quand même avoir une histoire de jeu de rôle qui se finit tragiquement, et que les joueurs y trouvent leur compte. Parce qu'ils ont eu leur catharsis, parce qu'ils ont eu justement l'enjeu, ils ont récupéré leur fille, ils ont vaincu le monstre, et même si le reste du monde devait finir ensemble, c'est pas très grave, parce qu'ils ont eu ce qu'ils cherchaient dans cette histoire. Et ça, je trouve que Nier faisait un travail absolument démentiel là-dessus. Je pense que c'est à peu près tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des jeux vidéo qui vous ont
inspiré pour le jeu de rôle. Alors, évidemment, j'ai pas parlé des fameux jeux de rôle, j'ai pas parlé de Baldur's Gate, de Fallout, de Disco Elysium, Planescape Torment. Je suis sûr que certains en font, enfin, j'espère. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires avec vos pensées là-dessus. C'était un peu ma vidéo hors sujet à moi, mais il y avait au moins quelques jeux dont je voulais parler parce que j'estimais qu'ils étaient un peu disparus du spectre. Et c'est toujours bien de les remettre un peu au goût du jour. Voilà, salut!